fattore in quindi Tutte le esperienze queste stesse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous, je me présente, Olivier Baudin, je vais modérer cette réunion. Je remercie la Fondation Jean Jaurès d'avoir voulu, avec mon organisation Green Intervention, que j'ai cofondée avec un certain nombre de camarades, dont Michael Vincent, il y a à peu près 3 ans. 3 mots sur Green Intervention. Green Intervention, nous l'avons fondée pour 3 raisons. La première, la reconnaissance qu'il y a une urgence climatique et que les politiques économiques et financières n'intègrent pas encore cette urgence complètement. Deuxièmement, que ce problème ne pourra être réglé qu'au niveau européen et avec une articulation des politiques économiques et financières nationales avec le niveau européen, et que de ce fait-là, en particulier, le cadre budgétaire européen de la gouvernance économique va être essentiel. Nous pensons aussi que, compte tenu de la structure de décision en Europe, et notamment, il est important de compléter le travail des institutions européennes, du Parlement européen en particulier en termes de surveillance, de le compléter par une action assez forte et puissante de la société civile, de manière à pousser à la fois au niveau national et au niveau européen dans la bonne direction. Donc, nous travaillons beaucoup avec d'autres ONG, d'autres associations, d'autres think tanks, et nous avons notamment monté depuis 1 an et demi à peu près une coalition qui travaille sur la bannière Fiscal Matters. L'important, c'est le budget. Fiscal Matters a organisé notamment, il y a début octobre, une semaine de débat sur la question de la gouvernance économique européenne et de sa réforme. Donc voilà pour Green Intervention. Le sujet que nous allons aborder est à l'agenda européen. Il est à l'agenda européen, il avait été mis à l'agenda européen juste avant la crise du Covid. C'est la réforme de la gouvernance économique, de celle des règles budgétaires. La Commission avait adopté une communication en février 2020 et 1 semaine après, elle a dû suspendre la consultation qu'elle avait lancée à cette occasion en raison de la crise du Covid. Elle a en même temps suspendu les règles budgétaires dont qui sont en partie le cœur de cette gouvernance économique. Et donc, elle a, maintenant que nous commençons à sortir de ces crises, relancer la consultation sur cette réforme qui va être essentielle puisqu'il s'agit de modifier la façon dont sont orientées les politiques budgétaires et les politiques économiques dans l'Union européenne. Tout le monde connaît la règle des 60% de dette publique et de 3% de déficit. C'est bien de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Sur cette réforme, peut-être le mieux serait de partir de la façon dont le commissaire Gentiloni a récemment cadré la question dans sa conférence de presse qui a relancé la communication. Peut-être un point encore avant d'arriver à la substance. Le semestre prochain sera la présidence française de l'Union européenne. Et c'est à ce moment-là, je pense, que les négociations sur cette réforme vont se faire ou ne pas se faire et que nous allons avancer dans la bonne direction. Sur l'agenda, donc, la Commission a annoncé que la consultation se terminerait à la fin de l'année. Donc, j'encourage tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, à aller sur le site de la Commission européenne et éventuellement de répondre aux questions qui sont posées, malheureusement en anglais. C'est toujours un problème quand même. Et que la Commission entend aussi, je pense, pendant le premier semestre 2021, faire une proposition qui sera soit une proposition de réforme législative, soit une proposition de réinterprétation des règles budgétaires. C'est un petit peu le calendrier que le commissaire Gentiloni a proposé. Il a présenté la question de la façon suivante, de façon très simple. Nous sommes devant la quadrature du cercle.
C'est-à-dire que nous avons d'un côté des règles budgétaires qui, si on les lit littéralement, vont imposer de réduire un endettement public qui est actuellement en moyenne de l'Union européenne de 100% et de le faire converger vers 60%, ce qui serait un effort absolument irréaliste à faire parce que ça poserait à la fois un problème de consolidation de la reprise actuelle et remettrait en cause la reprise actuelle d'une part et ne permettrait pas de réaliser les investissements nécessaires pour la transformation écologique. Et alors que nous sommes à un moment où le taux d'investissement, les investissements publics doivent augmenter fortement. Donc c'est véritablement cette quadrature du cercle. Comment faire? Nous avons besoin de plus d'investissements et nous devons réduire l'endettement public si nous suivons les règles. Donc pour être réaliste, nous devons changer les règles. Tel était un petit peu le raisonnement du commissaire Gentiloni. Et je crois qu'il a raison, nous sommes véritablement devant un grand dilemme. Donc, je vais m'arrêter là et je vais demander d'abord à Pervenche Berès, qui a bien voulu rejoindre cette table ronde, qui est maintenant codirectrice de l'Observatoire Europe de la Fondation Jean Jaurès, qui a été 5 fois, je crois, parlementaire européenne, 5 législatures, qui a été présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires pendant une législature, présidente de la Commission des affaires sociales et de l'emploi pendant une législature, donc qui est, je crois, parfaitement au courant et parfaitement à même de nous expliquer beaucoup mieux que je ne l'ai fait de quoi il s'agit avec la gouvernance économique. Nous entendrons ensuite, je vais juste peut-être annoncer, Christian Bongeli, qui est un représentant de la CFDT, qui est en charge qui est en charge des questions européennes et a été longtemps basé à Bruxelles, à la Confédération européenne des syndicats, et Max Krahe, qui est un conseiller scientifique d'un think tank allemand, également spécialisé sur les affaires économiques et financières. Pervenche Berès, à vous. Merci Olivier Baudin, merci aussi pour cette présentation très complète. J'ajouterai simplement que j'ai parfois été rapporteur sur les questions de gouvernance économique durant les 25 ans de mon mandat au Parlement européen. Merci aussi à vous tous de cette occasion que je prends comme une première contribution finalement à la consultation que vient d'ouvrir la Commission européenne à l'initiative du commissaire Gentiloni jusqu'à la fin de l'année pour créer cet espace de débat public qu'il souhaite afin de dégager un consensus indispensable sur un sujet qui est à la fois difficile et critique. Difficile parce que Olivier Baudin a bien voulu dire que la Commission, dans sa communication du 19 octobre, relançait un débat initié en février 2020, juste à la veille de la crise de la Covid. J'ose dire que c'est un vieux serpent de mer qui a pris une saveur nouvelle à la lumière des enseignements que l'on doit tirer de la Covid, de la crise de la Covid. Et on est devant cette difficulté. Pourquoi cette réforme est-elle nécessaire? Elle est nécessaire pour des raisons qui précédaient la crise de la Covid. Et c'est justement pour ça que c'est un vieux sujet. Parce que le pacte de stabilité, les règles qui sont le cœur nucléaire du dispositif de la gouvernance économique dans l'Union européenne, sont des règles qui ont été appliquées dans un autre monde, qui ont été définies dans un autre monde, qui ont été définies dans un monde où le premier objectif des politiques économiques était de lutter contre une inflation forte, d'assurer la capacité des États membres à faire un contrat qui les lie autour de la monnaie unique, et où la question finalement, qui est aujourd'hui la question première, de l'investissement, qu'il soit public ou privé, n'était pas posée dans les termes critiques où ils sont aujourd'hui posés. Parce que au moment où le pacte est conclu, il faut se souvenir, c'était d'une certaine manière dans la corbeille de mariée du passage à l'euro, dans un compromis franco-allemand bien compris et interprété par la Commission européenne. Depuis, parce que c'était dans la corbeille de mariée de la monnaie, c'était devenu presque un tabou. En tout cas, toute réforme du pacte se sont heurtées à une très grande difficulté. Alors, on a fait des petits ajustements ici ou là, mais les fondamentaux n'ont pas pu être changés.
Or, à la veille de la crise de la Covid, tout le monde pouvait identifier qu'il y avait au moins deux problèmes absolument critiques qui ne correspondaient pas à ceux auxquels le pacte de stabilité devait répondre et ceux pour lesquels il avait été ainsi défini. Le premier, c'est la question de l'investissement, qu'il soit public ou privé, dans une perspective longue liée aux défis climatiques, aux défis environnementaux, à la compétitivité autour de l'enjeu numérique, au vieillissement de la population, d'une part. Et d'autre part, un phénomène qui s'est développé depuis le passage à l'euro et qui avait été totalement sous-estimé par ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux la monnaie unique, avec toutes ses conséquences pour l'ensemble de l'Union européenne, à savoir la question de la divergence entre les économies de la zone, ce que j'aime appeler le centre et la périphérie. Voilà le diagnostic global et brutal que l'on pouvait faire avant le passage de l'économie européenne à travers la crise de la Covid. Et évidemment, la crise de la Covid a accéléré profondément, fondamentalement, un changement de perspective avec l'impératif absolu de la prise en compte, d'une certaine manière, de conclusions presque anciennes des accords de Paris et de la nécessité de renverser la logique et de faire enfin de ce qui est maintenant la colonne vertébrale officiellement la colonne vertébrale de la Commission von der Leyen, à savoir ce Green New Deal, ce pacte pour une Europe répondant aux défis de la transition écologique, et d'inverser le rapport de force. C'est-à-dire que c'est pas le pacte qui doit définir l'ensemble des politiques économiques, mais cet objectif, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète moi, cet objectif d'un pacte vert, d'une capacité de l'Europe à remplir ses objectifs à 2030-2050 pour une transition écologique et pour une neutralité carbone, et d'adapter les finances publiques à cet objectif. C'est un défi politique absolument majeur, parce que les résistances que l'on a connues hier et avant-hier sont toujours sur la table, et que d'une certaine manière, la façon dont la gouvernance économique a fonctionné pendant la crise de la Covid a mis entre parenthèses le débat. Ça a mis entre parenthèses le débat parce qu'on a fait jouer la clause, alors je vais faire du mauvais franglais bruxellois, la escape clause, la clause de suspension du pacte. On a inventé des outils permettant de contrebalancer les effets négatifs du pacte avec cette facilité pour la résilience, pour la reprise et la résilience, et des mécanismes de soutien au dispositif d'indemnité chômage dans les États membres. Et on a mis entre parenthèses un certain nombre de règles liées aux aides d'État. Donc, certains aujourd'hui peuvent tirer argument de cette situation pour dire, ben voilà, le pacte a bien fonctionné. Il avait toutes les flexibilités, puisque quand on avait besoin de le mettre entre parenthèses, on l'a mis entre parenthèses. Et maintenant, il faut revenir à la normale. Et donc, on retrouve la même tension aggravée, d'une certaine manière, entre ceux qui, avant la crise, savaient déjà très bien qu'il fallait changer les règles, et ceux qui pensent qu'il ne faut pas changer les règles. Moi, je dis, il faut des règles, parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie commune, un espace économique aussi important que la zone euro ou l'Union européenne sans règles sans code de copropriété ensemble, mais ces règles doivent changer. Alors la communication qui est sur la table, elle est à la fois courageuse, elle ouvre, mais on sent que tous les mots ont été pesés au trébuchet, hein. Toutes les choses sont très balancées. Toujours. Si je veux regarder le verre à moitié plein, je dirais qu'il faut saluer quand même un certain nombre de constats qui sont, je le comprends, des conquêtes du commissaire, que ce soit l'idée qu'on ne pourrait pas sortir de la suspension du pacte tant que le retour à la normale n'est pas consolidé, la prise en compte des impacts en termes d'inégalité, la nécessité d'avoir une stratégie inclusive, le fait que toute solution ne peut pas être adaptée de la même manière à chaque État membre en fonction de sa situation budgétaire, tout ça sont des éléments très forts. Il n'en demeure pas moins qu'on est aujourd'hui devant un calendrier très difficile. On a une simple communication jusqu'à la fin de l'année et il faut bien regarder ce qui est proposé. En fait, ce qui est proposé, c'est trois choses. Donc, une consultation jusqu'à la fin de l'année et ensuite 2 étapes. D'abord, la Commission va
en fait donner des espèces de lignes directrices pour ce qui pourrait être une période de transition, puisqu'elle va donner des indications pour les prochains, pour la préparation de la coordination budgétaire 2022-2023, le comprend-on entre les lignes. Et les propositions concrètes ne viendraient qu'au début 2022. Tout le monde autour de la table le sait, les chances d'une modification du pacte lancée au premier trimestre 2022 avec une présidence française qui s'exercera en réalité pendant les 2 premiers mois et qui après sera entre parenthèses à cause de la gestion des affaires courantes en période présidentielle, de campagne présidentielle nationale, sera très difficile à achever avant la fin de l'année 2022, c'est-à-dire la date de la fin de la clause de suspension du pacte de stabilité. Donc, ce que la Commission mettra sur la table, comme, entre guillemets, moi, ce que j'ai tendance à appeler des mesures de transition sur un cadre d'orientation des politiques budgétaires en attendant la grande réforme, sera aussi une étape très importante à considérer. Voilà, je reprendrai peut-être la parole dans le débat, mais pour une première réaction, voilà les éléments que je voulais vous indiquer. En concluant simplement sur un point, c'est que d'une certaine manière, les outils qui ont été inventés, créés pendant la crise de la Covid, il faut quand même reconnaître que c'est mieux que ce qu'on a fait en 2008, mais que du coup, ça complique encore plus, d'une certaine manière, un débat totémique sur la réforme du pacte. D'abord parce que ces outils ont introduit la flexibilité utile et ça peut aussi déplacer le débat en disant est-ce qu'il faut vraiment s'acharner à réformer un pacte qu'on a toujours mis entre parenthèses d'une manière ou d'une autre quand c'était nécessaire, puisque c'est le pacte de mariage autour de l'euro et que pour un certain nombre de pays c'est très difficile à bouger et qu'on s'est inventé d'autres outils et que d'une certaine manière, est-ce qu'au fond, il ne faut pas mieux plutôt se lancer dans la bataille pour permettre une facilité pour la reprise et la résilience d'être renouvelée de la même manière que pourrait être renouvelé le mécanisme d'indemnité chômage, le mécanisme sûr qui a vraiment été couronné de succès. Merci Pervenche pour cette excellente introduction et explication des enjeux. Je partage entièrement l'interprétation du zigzag de Gentiloni qui a été extrêmement subtil dans la conférence de presse. Et en effet, il y a une chose qui m'a marqué dans la conférence de presse, c'est quand il a dit on va donner des recommandations pour 2023 comme nous devons les donner pour 2023. Mais nous n'allons pas appliquer la même méthode que nous appliquons d'habitude. Donc je crois que on ne sait pas évidemment quelle méthode il appliquera, mais on n'appliquera pas celle qu'il applique d'habitude. Ce qui est déjà un bon signe d'ailleurs. Mais je pense véritablement, on est bien là. La question de la pérennisation de la facilité ne va pas se poser immédiatement, c'est tout à fait clair. Et j'aimerais souligner que c'est un vrai problème parce que dans 2 ans ou 3 ans, ça risque de conduire à une chute brutale des investissements publics si on n'a pas fait la réforme. C'est-à-dire que cette période de transition, on va un petit peu soutenir encore les investissements avec la facilité. Mais dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, si on n'a pas fait la réforme, il y aura un... Mais moi, je suis ici pour modérer, donc je vais passer quand même la parole à Christian. Qui va peut-être développer le point de vue syndicat et dans quelle mesure les règles budgétaires ont été un problème du point de vue de l'emploi, du point de vue des questions sociales. Christian, à toi. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors, si vous me permettez, je voudrais commencer pour faire un peu de lien et faire un pas à l'arrière pour me reconnecter avec la première intervention qui a bien fait le cadrage des origines du pacte et de ses conséquences pour souligner un peu un aspect que du point de vue syndical on trouve que c'est un peu les points de départ de pourquoi il faut
faire une révision profonde de la gouvernance économique. Parce que de notre point de vue, et je crois que c'est de plus en plus en opinion partagée, le bilan est néfaste. Les règles du pacte de stabilité et croissance et les politiques qui ont découlé de ces pactes, ils nous ont mis dans une situation très difficile sous trois plans. Les plans économiques, les politiques d'austérité, ils nous ont fait chuter la demande interne, ils ont pas permis des augmentations salariales, des revalorisations des salaires qui étaient nécessaires, et ils ont, comme vous avez bien dit, empêché les investissements publics qui étaient nécessaires et qui sont encore aujourd'hui nécessaires, surtout pour l'avenir. Je pense qu'on en discutera plus tard. Ils ont été néfastes, ces règles, pour soit un plan social, parce qu'il y a eu une explosion des inégalités sous toutes les formes, pas seulement des revenus, mais aussi de l'accès à la santé et la qualité des services publics. Et on pourrait encore faire une liste encore plus longue. Mais encore plus, on va dire, grave, c'est le fait qu'ils nous ont mené des conséquences, ils ont produit des conséquences négatives sur le plan démocratique. Parce que si en Europe, on se trouve aujourd'hui face à la montée de l'extrême droite et du populisme, et d'un sentiment de plus en plus anti-européen, au moins avant jusqu'à la crise du Covid, c'est aussi pour les conséquences des politiques d'austérité qui ont mis en place ces règles. Donc il faut s'avouer que ces politiques d'austérité, ils ont affaibli l'Europe et qu'ils ont rendu de plus en plus inacceptable pour une partie de la population les projets d'intégration européens. Et sans donc ce qu'on porte mon syndicat, c'est la revendication, et ça on le fait depuis déjà 2011, on ne commence pas aujourd'hui, c'est que sans une Europe sociale plus forte, les projets d'intégration européens est en danger. Cela dit, on trouve que aujourd'hui on se trouve face à un moment historique, à un tournant, parce qu'on est face à plusieurs défis qui ont été déjà évoqués, par exemple les défis environnementaux, les défis sociaux, économiques, démographiques et démocratiques. Et on a un moment politique à exploiter pour mener cette révision de la gouvernance économique, pour se mettre en mesure d'investir dans l'avenir. Voilà. Pour me connecter dans un deuxième élément au raisonnement qui était fait par Madame Berès, je voudrais dire qu'en effet, c'est grâce à la crise du Covid qu'on a pu faire des avancées qui ont été en débat et qui étaient pas réalisables jusqu'ici. Comme justement un fonds européen commun, une gestion de la crise avec des politiques plus sociales et plus solidaires, et la cerise sur les gâteaux, l'emprunt commun. Sauf que toutes ces mesures, comme on a bien vu, sont temporaires, sont extraordinaires et temporaires, juste pour répondre à cette crise. Selon les syndicats, selon la Conférence européenne des syndicats, mais aussi pour la CFDT, on trouve que ces avancées qui ont été temporaires et extraordinaires, maintenant, il faut les pérenniser pour aller plus loin dans la construction européenne. Alors, en particulier, on va dire que notre priorité, c'est de rendre cette gouvernance économique plus sociale, donc de remettre l'humain, les progrès sociaux, au centre des politiques de la gouvernance économique. Mais si vous voulez, ça, on peut en parler plus tard, après les prochaines interventions peut-être. Merci. Merci Christian. On rebondira certainement sur le lien qu'il faut faire entre la gouvernance économique et notamment la réalisation du socle des droits sociaux européens de la déclaration de Lisbonne. Peut-être on va prendre une perspective maintenant plus macroéconomique avec Max Krahe, qui est le conseiller scientifique d'Etzana Zukunft, qui est ce think tank allemand qui
prône une réforme profonde de la règle budgétaire allemande, constitutionnelle allemande, dont on verra qu'elle n'est pas sans influence sur la façon dont on pourra concevoir la réforme des règles européennes. Max, à toi. Merci. En fait, je partage presque totalement la diagnose qu'en fait Pervenche et Christian, qu'il y a des problèmes sur au moins 3 plans, le plan d'investissement, le plan de divergence centre-périphérie, et aussi un manque de la demande. Et en plus, il y a les problèmes sur le plan social, le plan démocratique, mais restons, pour nous, restons sur le plan économique. Et si on pense quelles sont les solutions possibles qui peuvent aider à résoudre quelques problèmes là-bas, nous trouvons qu'un changement de la politique budgétaire de l'Allemagne serait peut-être un grand pas vers l'avance. Et donc, pour nous, la grande question était comment peut-on réformer la politique budgétaire allemande dans le cadre de la constitution allemande, parce que pour le changer, il faut une majorité de tiers, quelque chose que nous semble pas du tout réaliste, et que l'élection de septembre l'ont montré. Il n'y a pas du tout une majorité de tiers pour changer la constitution. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de la règle constitutionnelle telle comme elle existe? Peut-être que tu peux rappeler rapidement ce qu'est la règle budgétaire allemande, qui n'est pas les 3%, qui est l'équilibre budgétaire. Exactement. Ouais, c'est pas l'équilibre, mais c'est près. Alors, la règle allemande dit que le déficit budgétaire, il se limite à la somme de 0,35% de PIB plus un ajustement structurel. Et normalement, l'ajustement structurel, ça arrive à 0,5% de PIB. Alors, la règle, normalement, ça arrive à maximum 1% de PIB. Mais avant de Covid, il y avait une politique qui s'appelait le zéro noir, die schwarze Null. Et ça, c'était plus restricté que la règle constitutionnelle, parce que le zéro noir était une décision politique de vraiment balancer le budget. Mais ça, on a laissé tomber avec Covid et on va pas retourner à la zéro noir. Ça, c'est passé. Alors, donc déjà, il y a environ, disons, 20 milliards d'euros en plus comme marge budgétaire. Mais on peut aussi faire quelques réformes dans la règle constitutionnelle. Et dans les deux chiffres qui se somment pour le limite global, le 0,35% de PIB, c'est très difficile à changer. Pour ça, il faut changer la Constitution. Mais pour l'autre chiffre, l'ajustement structurel, on peut changer la façon dont elle est calculée. Et notre think tank a développé des idées pour le changer. Et avec des réformes dedans, on peut libérer une marge de manœuvre d'environ 30 milliards d'euros. Et ça, c'est environ 1% du PIB allemand. Et donc, nous trouvons qu'une réforme comme ça qui cible le niveau d'une législation, d'une loi ordinaire, pas constitutionnelle, on peut commencer à adresser le problème de l'investissement, de la divergence centre-périphérie et surtout le problème de la manque de la demande. Et donc, nous espérons que dans les négociations pour le nouveau gouvernement allemand, que le nouvel gouvernement va arriver à faire quelque chose dans cette direction. Et pour finir, ça pourrait être aussi un signal pour une réforme sur le niveau européen, parce que comme vous savez, il y a toujours le ajustement structurel dans les règles européennes. Et donc, si on change ça en Allemagne,
pour donner un peu plus d'espace, de la marge. Peut-être c'est un signal pour faire quelque chose grosso modo similaire sur le plan européen. Merci Max. Si j'ai bien compris, votre proposition, c'est d'être extrêmement ambitieux en matière d'emploi. Actuellement, l'ajustement structurel dont tu parles limite en quelque sorte ce qu'on considère comme étant le potentiel de croissance ou la production potentielle, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir produire avec les ressources disponibles à un moment donné. Dans les calculs actuels, c'est extrêmement limité avec ce qu'on a. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un calcul très restrictif. Et vous dites, il faut avoir non pas un calcul restrictif basé sur les tendances passées, mais avoir un objectif ambitieux en matière d'emploi, augmenter le taux de participation des femmes, réduire fortement le taux de chômage et améliorer les horaires du travail partiel de manière à ne pas avoir un chômage involontaire, etc. Donc c'est une politique volontariste de plein emploi au lieu de la politique actuellement extrêmement passive qui se retrouve dans les chiffres du calcul de la production potentielle. Moi, je trouve ça extrêmement intelligent parce que ce pourrait être une façon aussi sans vraiment, selon l'évolution du débat en Europe, une façon aussi d'essayer d'avancer vers une politique économique qui soit en matière d'emploi et en matière sociale plus proactive en quelque sorte que ce que nous avons actuellement. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut poser une question. Si vous voulez d'abord vous poser des questions entre vous, autrement j'aimerais relancer le débat sur la question peut-être des enseignements que nous pouvons tirer, parce que deux d'entre vous ont de la facilité relance et résilience. Je crois, est-ce que vous voulez vous intervenir, réagir respectivement? Autrement, on va repartir sur la question de la facilité, relance et résilience. Moi, je voudrais juste rajouter un élément, si possible. Oui, vas-y. Que j'avais oublié, en fait, dans l'analyse précédente. Alors, c'est plutôt par rapport à la communication de la Commission. Oui. Parce que Madame Berès, que vous et Madame Berès nous avez un peu illustré, juste pour dire que je crois que on voit bien qu'il y a un combat au sein de la Commission et qu'il y a un combat au sein du Conseil. Et qu'il faut souligner l'aspect que on va dire que jusqu'à la Commission Juncker, il faut se dire que tous les processus de la gouvernance économique étaient gérés que par la Direction générale Affaires économiques et financières, et que tout ça, cela a amené à avoir une vision qui est strictement macroéconomique de la question de la gouvernance. Et à voir toutes les dépenses publiques comme des dépenses non productives. Par contre, aujourd'hui, on voit qu'il y a un côté de la Commission qui monte en valeur et qui est représenté justement par les commissaires Gentiloni, qui veut aller vers une gestion de la crise différente, de gestion macroéconomique, de la gouvernance économique différente, et qui est justement inspiré aux mesures qu'on a mis en place pendant la crise du Covid. Ces combats-là entre, on va dire, les différentes directions générales et les différentes tendances, croyances économiques, on peut les appeler comme vous préférez, au sein de la Commission, reflètent aussi les combats qu'il y a entre les États membres, entre les pays frugaux et les pays, on va dire, du Sud, les pays un peu plus endettés, qui plaident pour plus de flexibilité. Dans ces cadres-là, je trouve que la communication de la Commission, il nous donne pas déjà une décision sur quel sera l'avenir de la gouvernance économique, mais il nous donne tous les éléments pour
essayer de se donner un nouveau cadre réglementaire. Et moi, sincèrement, je vois les verres à moitié plein, dans le sens que, pour expérience personnelle, je sais qu'avant cet aspect, on va dire, cet côté de la Commission européenne qui mettait en valeur surtout l'aspect de la consolidation budgétaire, ça perd des pouvoirs. Et on voit de plus en plus des attentes, on voit de plus en plus cette côté qui est plus attentif, plus attentionné pour les politiques, les effets aussi sociaux des politiques économiques et de l'emploi, plutôt et des investissements, évidemment, qui commencent à regagner du poids vis-à-vis de l'autre moitié. Merci. Est-ce que je peux réagir, Olivier Bonin, là-dessus? Oui, bien sûr, Père Van. Non, parce que c'est un point pour couper. En fait, parce que quand on veut gagner une bataille, il faut bien analyser les rapports de force. Hein. Et c'est vraiment le sujet là. Il y a à la fois le contenu et les tactiques ou les positions des uns et des autres. Sur le contenu, bon, on a dit ce que le pacte symboliquement représente en fait dans le contrat initial du passage à la zone euro. Bon. Aujourd'hui, ce que vous décrivez, Christian Vongeli, c'est une situation que vous voulez voir en évolution. Et moi, je salue la détermination, l'engagement et la combativité du commissaire Gentiloni. Mais il est dans une équation politique qu'on a déjà connue, avec un vice-président qui chapeaute sa direction générale, qui fondamentalement n'a pas beaucoup changé d'avis. Et donc voilà, au fond, le débat qu'on a au Conseil, on le retrouve à la Commission, vous l'avez très bien dit. Et moi, ce qu'il me semble, le fil qu'il faut tirer pour essayer de bouger ce conflit et pour essayer d'en modifier le rapport de force, c'est d'interpeller en permanence la présidente de la Commission sur son engagement à propos du Green New Deal. Et là-dessus, la communication donne des armes. Lorsque le commissaire Gentiloni identifie le besoin d'investissement pour réussir la transition écologique à 650 milliards d'euros sur les 10 ans qui viennent, le pacte de stabilité n'est pas compatible avec ce besoin d'investissement, d'autant plus que la facilité pour la résilience et la reprise aura fini de produire ses effets avant cette échéance. Mais il faut aussi avoir en tête que ceux qu'on a appelés les frugaux, en tout cas un groupe constitué pour l'instant de 8 États membres, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Lettonie, la République tchèque, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Suède, groupe de 8 pays dans lequel on note que 3 États membres ne sont pas membres de la zone euro, ont encore, à la veille du dernier Conseil des ministres de l'économie et des finances, le 10 septembre dernier, produit une lettre très ferme sur les règles du pacte, tout en, mais ça c'est une formule diplomatique, disant qu'ils voulaient bien réouvrir les règles, mais derrière on voit bien que c'est une position de fond hostile à la remise en cause de ces 2 règles, avec tous les arguments qu'on imagine. Mais dans ce débat public, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a des lignes qui bougent. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Klaus Reding, le patron du mécanisme européen de stabilité, qui est aujourd'hui un grand Européen, mais qui a quand même une nationalité qui est la nationalité allemande, et qui argumente de manière très cohérente sur les raisons pour lesquelles il faut changer les règles du pacte, qui, comme l'un ou l'autre d'entre vous l'avait dit tout à l'heure, produit des effets contre-productifs s'il est appliqué à la lettre. Et puis, dernier point que je voulais noter, c'est que ce débat traverse aussi la discussion au sein des gouvernements eux-mêmes. Parce que quand j'observe en France la position de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui est pour mettre fin le plus rapidement possible au quoi qu'il en coûte, et la position
du ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, je n'entends pas tout à fait le même son de cloche. Et donc, on voit que c'est un débat très difficile. Et moi, le point d'entrée que je propose, c'est la cohérence par rapport à l'objectif majeur de neutralité carbone que l'Union s'est fixé, et à juste titre. Je vais me permettre de rebondir quand même, dépasser un petit peu mon rôle de modérateur. Je crois que, premièrement, nous sommes tout à fait d'accord que le levier, c'est le besoin d'investissement climatique, et c'est 650 milliards par an, bien noté, donc c'est à peu près, c'est 3, j'ai fait le calcul, 3,5% de PIB par an, investissement privé. Mais ce n'est pas le seul impact sur les finances publiques que l'on doit attendre, parce que là-dedans, il n'y a pas les investissements d'adaptation, de prévention, de protection contre les inondations côtières et fluviales, l'érosion côtière, les sécheresses, les conséquences des sécheresses et des pics de chaleur, etc. Donc tout ceci n'est pas encore dedans. Donc il y a un besoin d'intervention beaucoup plus important. Deuxième chose que je veux dire, c'est que en effet, il faut éviter, je crois, c'est tout le sens de la coalition de la société civile que nous essayons de monter, c'est véritablement éviter la confrontation entre pays et de sortir de ça et de rentrer dans une confrontation d'idées et d'objectifs politiques. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, dans cette coalition, nous avons la Confédération européenne des syndicats. C'est-à-dire que la Confédération européenne des syndicats travaille avec les ONG environnementales, travaille avec les think tanks, etc. Et ça, c'est extrêmement important, justement, pour pouvoir changer ce rapport de force. Puisqu'on en est au rapport de force, quelles sont les chances en Allemagne de voir évoluer la situation, Max? Alors, ce qui est certes impossible, c'est de changer le texte du traité, de changer le protocole, le Stability and Growth Pact même, c'est impossible avec la FDP au sein du gouvernement. Ça ne marchera jamais. La législation dérivée ou le traité? Le traité. Ah oui, la législation, non, on oublie. Oui. Exactement. Mais comme économiste, je trouve que c'est vraiment pas du tout nécessaire. Même les 60%, on peut laisser le chiffre 60% dans le texte et on peut changer comment on comprend le 60%. Par exemple, on peut déduire toutes les dettes tenues par la Banque centrale européenne. On peut faire des changements plus techniques qui, en effet, vont convertir la 60% vers quelque chose comme 100%. Tout ça, c'est possible. Mais je trouve que c'est très important de calibrer l'ambition et de vraiment essayer de rester dans une langue technique. Et on peut avoir des discussions publiques, il faut le discuter, mais pour ne pas repousser le nouveau gouvernement allemand et les pays frugaux, je pense que c'est important de rester sur le niveau de changement technique qui pourrait être très effectif. Je pense que c'est là-bas où on peut faire des vrais changements. Pervenche, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que je peux juste lire le contenu de l'accord de coalition tel qu'il a été rendu public? Parce qu'il y a deux passages qui nous intéressent. Le premier, c'est un passage sur les règles d'investissement en Allemagne qui réaffirme la règle constitutionnelle, puisque ça dit dans le cadre du frein à l'endettement constitutionnel. C'est la règle que Max Craé a rappelé tout à l'heure, qui n'est absolument pas remise en cause. Et puis ensuite, le dernier chapitre de l'accord de coalition, qui est le chapitre 10 sur l'Allemagne dans le monde, dit ceci: le pacte de stabilité a prouvé sa flexibilité, c'est l'argument que j'ai développé tout à l'heure. Sur cette base, nous voulons assurer la croissance, maintenir la soutenabilité de la dette et prévoir des investissements durables et respectueux du climat.
Donc c'est pour ça que toute l'inventivité et la créativité de Max Krahe est maintenant tout à fait essentielle et il faut qu'il se mobilise de manière exponentielle parce que si on ne bouge pas les attendus, le contexte, les interprétations, enfin, ce que signifient les ajustements structurels, etc., on n'ira nulle part. Hein. Parce que l'accord de coalition ne donne pas un mandat au chancelier Scholz pour réouvrir le pacte de stabilité et il ne dit rien sur le maintien ou non de la facilité pour la résilience et la reprise. Donc, et enfin, par ailleurs, il a indiqué qu'il n'était pas hostile à une discussion. Bon, donc il y a une petite marge de manœuvre, elle est étroite. Il faut savoir intelligemment l'utiliser et pour optimiser les chances de succès d'une vraie réforme. Christian, un commentaire? Autrement, j'ai une question à perdre. Oui, j'ai un commentaire pour apporter quelques éléments en plus d'optimisme dans les débats, parce que ma nature est d'être un pro-européen très optimiste. Juste pour dire que dans ces cadres-là très complexes, qu'on a des rapports de force entre les pays et pour réformer les règles de la gouvernance économique, pas que les règles budgétaires, on voit qu'il y a toujours de plus en plus des éléments qui vont dans ce sens-là. Et, évidemment, selon moi, il faut prendre conscience qu'arriver à une réforme des traités, ça prendra énormément de temps. Sûrement, selon moi, c'est quelque chose sur lequel le mouvement syndical et la société civile doivent s'engager. Mais sachant que ça prendra du temps, je crois que la clé d'accès dans ces cas-là, c'est par exemple la conférence sur l'avenir, l'engagement dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que je crois que déjà dans la plateforme numérique, mais aussi dans les panels des citoyens, il y a cette prise de conscience qu'il faut aller vers une nouvelle forme de gouvernance économique pour tourner nos économies, nos modes de consommation, nos modes de production vers une durabilité qui est sociale, environnementale et qui accompagne aussi la transition digitale. Un élément qui je trouve apporte encore de l'optimisme, c'est que dans les derniers conseils européens, les dernières EPSCO, donc les conseils en format affaires sociales, les gouvernements ont discuté en propositions qui viennent de l'Espagne et de la Belgique sur l'introduction dans la gouvernance économique d'une procédure de déséquilibre social. Ça, c'est une revendication de longue durée du mouvement syndical européen. On sait déjà que les semestres européens, les socles européens des droits sociaux a été intégré dans les semestres européens parce que les politiques de l'emploi, les politiques sociales qui découlent de cette socle européen des droits sociaux ne seront pas faites que via des directives contraignantes, mais aussi à travers des politiques, et que ça passe évidemment dans les semestres européens. Et donc, c'est encore plus important d'arriver à une révision des règles budgétaires et du cadre de la gouvernance économique. Je trouve que ce nouveau dispositif proposé, c'est quelque chose de très important et qui permettrait déjà de faire des avancées au niveau de la politique sociale. Parce que ce n'est pas seulement pour harmoniser ou au moins coordonner certaines politiques sociales, mais ça permettrait aussi d'évaluer l'impact social des politiques budgétaires et économiques. Et donc, ça permettrait un peu de rebalancer ces cadres-là. Et l'aspect intéressant de cette proposition, c'est que cette affaire dans les cadres de la gouvernance actuelle. Maintenant, il y aura des discussions techniques qui devraient être menées au sein des comités de travail du Conseil. Et l'espoir est qu'on puisse avoir une proposition déjà dans la communication de la Commission qui devrait être publiée ensuite à la consultation publique sur la gouvernance économique. Merci.
Merci Christian. Peut-être une question à vous et à Pervenche. Est-ce que l'objectif, ça doit quand même être une modification du du droit dérivé, ce qu'on appelle le six-pack et le two-pack, ou est-ce que ce que vous avez dit a encouragé Max Crae, c'est de dire travaillons uniquement sur l'interprétation. Pour le moment, du point de vue de nous, les ONG et de la Confédération européenne des syndicats, l'objectif, c'est de dire il faut changer le droit dérivé, point barre. Parce que avec les interprétations, la énième interprétation du droit dérivé, qui a été permanente depuis 10 ans, 12 ans, tous les 2 ans, il y a une réinterprétation du droit dérivé, on ne va pas s'en sortir. Quelle est un peu votre position, de vous trois d'ailleurs finalement, parce que ça pourrait presque après être une conclusion. Est-ce qu'il ne vaut pas, puisqu'on parle de rapport de force, est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire, attendez, il faut changer le droit dérivé, il faut changer le paradigme qu'il y a derrière, il faut arrêter de bricoler le calcul du potentiel de production, rajouter un indicateur social par ici, une règle verte par là, je ne sais pas. Bien sûr, moi, ma préconisation première, c'est de réformer le pacte de stabilité. Je l'ai dit d'entrée de jeu, il n'est plus adapté aux défis d'aujourd'hui. Après, le mieux étant parfois l'ennemi du bien, j'observerai toutes les avancées qui peuvent être faites. Simplement, ce que j'observe, c'est que c'est très possible que la Commission, finalement, et ça, je sais que ça fait partie des discussions qui ont lieu entre les différents étages de la Commission, en fonction de si on s'adresse au commissaire, au vice-président ou à la présidente, évoque la possibilité de refaire une solution comme en 2015, et donc d'avoir une communication interprétative du pacte pour résoudre l'équation, la triangulation que vous avez, ou je ne sais plus quel terme vous avez employé, évoqué par le commissaire Gentiloni dans sa présentation de la communication. Et de ce point de vue-là, en observateur et en acteur informé, je crains évidemment que cette voie ne conduise à creuser une des difficultés qu'on a, qui est la lisibilité et le caractère de contrôle démocratique cohérent dans un espace public de débat. Parce que rappelons quand même de quoi on parle. Quand on parle des règles budgétaires, on parle des budgets de l'Union européenne, des États membres, et donc de ce qui fonde le contrat social de nos sociétés. Et par définition, c'est quelque chose ça a toujours été mon combat comme parlementaire, et ça demeure, doit faire l'objet du débat public. Or, si c'est enserré dans une règle que même les ministres des Finances délèguent à leur service pour les comprendre, ça ne peut pas fonctionner. Et tout ceci plaide pour une réécriture cohérente, simple, du pacte de stabilité. Est-ce que c'est la solution qui sera adoptée ? Je n'en sais rien. Et de toute façon, dans la gouvernance économique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres voies pour entrer dans le débat. Il y a la voie royale, qui est la réforme du pacte de stabilité. Il y a la voie de la subtilité ou de l'intelligence qu'a proposé Max Crae. Mais il y a d'autres éléments du puzzle. Et moi, je m'intéresse aussi à l'ensemble des éléments du puzzle. Bon, par exemple, on n'a pas du tout parlé d'un outil qui existe dans le paysage européen et qui est un outil très important parce qu'il a un peu d'argent, qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité. Il a fait l'objet d'une réforme il y a 2 ans, qui, à mon avis, ne le rend pas plus efficace que… C'est un outil qui a été hyper précieux au moment où la Grèce et l'Italie ne pouvaient plus aller sur les marchés et où il a permis de continuer à financer la dette publique de ces pays. Aujourd'hui, c'est un capital sous-utilisé. Or, c'est un capital qui est là, à la disposition de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on l'intègre dans des outils de pilotage en cas de crise de l'Union européenne? Je pense que c'est une question qu'il faudra aussi ouvrir. Je voudrais juste peut-être dire 2 mots sur ce que doivent être pour moi les objectifs de cette réforme de la gouvernance économique.
en ayant évidemment le niveau d'ambition le plus élevé possible, compte tenu en essayant de bousculer les rapports de force dans l'esprit que j'ai dit, en prenant la question de la transition écologique comme vecteur, c'est qu'il faut vraiment éviter que ce débat ne conduise à reproduire ce que jusqu'à présent on a évité, c'est-à-dire les erreurs de 2008. Si on fait sauter trop vite la clause de suspension du pacte, et si on garde la trajectoire actuelle qui est inscrite dans le six-pack et le two-pack pour le redressement de l'endettement public, non seulement on ne fera pas les 650 milliards d'euros d'investissement par an, mais en plus on reconnaîtra des périodes difficiles qui font que l'Union européenne à nouveau décrochera vis-à-vis des États-Unis. Et je crois que ce n'est pas le moment. La deuxième chose que je veux dire, c'est sur la question sociale. Parce que Christian Vangeli a tout à fait raison. Cette question, quelle que soit la détermination, l'engagement et le travail mené par Nicolas Schmit, le commissaire responsable, n'est pas pris en compte sérieusement. La communication pointe très bien la question des divergences, les enjeux autour des inégalités, le besoin d'avoir une croissance qui soit inclusive pour être efficace. Et ça fait 15 ans que nous disposons de toute une littérature qui montre comment une société égalitaire est une société plus efficace. Où la question du défi de l'éducation, un des postes importants de l'investissement long terme, est un poste absolument majeur. Mais j'observe quand même que la facilité pour la reprise et la résilience, qui est un outil que nous saluons quand même comme un grand succès et dont nous disons, nous sommes un certain nombre à penser qu'il a vocation à se reproduire. Officiellement, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire, mais à la prochaine crise, tout le monde dira, ben voilà, on sait, on se souvient, cette solution, on va la reprendre. Donc, bon. Cette facilité fixe à chaque État membre des objectifs en termes de dépenses publiques pour répondre aux défis de la transition écologique et aux défis numériques. Que ne l'a-t-il fait dans le domaine social? C'est une question que je pose. Alors, la phrase qui vient toujours lorsque je pose cette question, c'est il faut mettre en œuvre le socle. Ben oui, mais un des meilleurs moyens de mettre en œuvre le socle, c'est de mettre des objectifs un peu plus contraignants que simplement une référence intellectuelle ou littéraire à ce socle, qui pour l'instant manque de dents. Et je crois que ça va faire partie aussi de la discussion qui est sur la table. Et je conclue sur cette dimension sociale, car je crois que si on veut être sérieux, ce qu'on a appelé le mécanisme sûr, qui est le mécanisme qui est venu en soutien au régime d'indemnité chômage d'un certain nombre d'États membres, est le plus grand succès de cette commission avec la gestion des vaccins pendant la crise Covid. Ça a parfaitement correspondu à ce dont les États membres avaient besoin, ça a parfaitement correspondu à une solidarité européenne, et je pense que c'est une erreur, d'autant plus que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans son discours initial devant le Parlement européen, avait tracé une perspective, qu'on considère que c'est un outil pour l'urgence et qu'il ne peut pas être transformé en un outil pour la reprise. L'Europe a besoin de stabilisateurs, c'est un stabilisateur qui a fait sa preuve, donc il faut le poursuivre. Dernier point, dans les défis de pilotage de sa main-d'œuvre, et la communication à plusieurs reprises insiste sur les enjeux autour du marché du travail, de la transition, de comment est-ce que les main-d'œuvre vont pouvoir satisfaire la demande, etc. L'Europe dispose d'un outil très précieux qui est le fonds à l'origine. Alors, il a changé de nom, mais le nom dont je me souviens, c'est le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. C'est un outil que très peu de citoyens connaissent, mais c'est un outil remarquablement intelligent. C'est un outil qui ne fait pas de la formation sur place, mais qui aide des travailleurs à changer d'orientation professionnelle. Lorsqu'ils sont, par exemple, dans un secteur manufacturier qui a vocation à perdre des emplois et qu'ils ont un projet personnel pour aller se former dans un autre domaine dans lequel ils pensent pouvoir avoir des compétences.
c'est un domaine qui est toujours considéré, un programme qui est souvent considéré comme une espèce de sous-programme comme ça dans l'enveloppe sociale. Et je trouve que la Commission devrait regarder avec beaucoup plus de perspective et d'ambition. Merci beaucoup, Pervenche. Je ne sais pas s'il nous reste. Vous pouvez peut-être, Max et Christian, vous pouvez peut-être quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps. Je vais juste dire un mot. Moi, je pense que nous devrions poursuivre ces débats parce que je pense qu'ils sont absolument passionnants et nous avons ouvert énormément de questions, énormément de chantiers sans véritablement conclure sur tout. Donc, Max et Christian, vos mots de conclusion. Je vais juste dire deux choses, je pense. Première chose, je pense que peut-être la voie pour changer la droite dérivée, peut-être même la voie royale de changer le traité. Peut-être cette voie commence par accumuler les changements sur le plan technique. Je pense que peut-être les deux voies convergent ou même on peut commencer par des petits changements qui montrent qu'on peut être un peu plus expansif ou qu'on peut essayer de petits changements et le monde ne s'arrête. Et donc, je trouve que peut-être on peut commencer par de petits changements pour construire de confiance. Première chose. Deuxième chose, je pense que c'est peut-être possible de même rendre le processus technique de calculer l'ajustement structurel. C'est peut-être possible de le rendre plus démocratique. Parce que si on mettre à discussion les chiffres qu'on introduit, qu'on utilise dans ce calcul. Peut-être comme ça, on peut lier ce calcul au débat public. Et comme ça, je trouve qu'on a peut-être quelque chose qu'on peut essayer maintenant. Bien sûr, il faut être plus ambitieux, il faut essayer de faire plus, mais ça, peut-être, c'est quelque chose ce qu'on peut faire maintenant qui nous aide avec les réformes plus ambitieuses plus tard. Christian? Oui, alors, je voudrais intervenir sur plusieurs éléments. D'un côté, sur la stratégie des réformes et de l'autre côté, je trouve un élément qui Madame Berès a apporté et qui est très important sur la démocratisation de la procédure de la gouvernance économique. Pour commencer avec la révision, je pense que aussi ce que Max vient de nous dire et que il faut peut-être un politique un peu, entre guillemets, plus réaliste des petits pas, c'est peut-être la bonne voie. Je trouve que dans un côté, comme peut-être je me répète, d'un côté, il faut travailler pour une révision à court terme et qui passe par des changements techniques et qui donc permettent en phase de transition d'ici au 2023 jusqu'à quand la clause échappatoire du pacte, j'espère que c'est le bon terme en français, les suspensions soient désactivées et qui, par exemple, comme le demande de la COS et dans une résolution qui nous, en tant que CFDT, on a aussi soutenu, d'avoir des objectifs spécifiques par pays, donc des trajectoires spécifiques par pays sur les déficits et la dette, des sortes justement, comme on a dit tout au long de cette table ronde, pour permettre de financer les investissements pour la transition juste, la transition écologique, l'accompagnement social, pour accroître la résilience sociale, donc aussi les services publics, par exemple, essentiels, mais aussi pour la transition digitale. Mais encore, je crois qu'il faudra vraiment, de l'autre côté, travailler avec une perspective de plus long terme pour pérenniser les stabilisateurs macroéconomiques, comme justement le dispositif SURE, dont on a déjà longuement parlé, pour pérenniser la capacité européenne à l'emprunt commun, parce qu'on avoue que
Vous avez rappelé que la Commission nous a dit qu'on aura besoin de 600-700 milliards d'euros par an pour financer les investissements verts et digitales. La Cour des comptes européenne a été un peu plus ambitieuse. Il a dit qu'il faudra 1 115 milliards d'euros par an d'ici 2030. On sait qu'on aura besoin de beaucoup d'argent. Donc, je trouve que ce mécanisme d'emprunt commun et qui est disbursé aux États membres à travers la facilité de la relance et résilience qui permet aux États membres d'avoir des ressources extra à réinvestir et qui aussi permet d'établir, de renforcer les liens de confiance entre les États membres parce qu'en fait, les plans nationaux de relance et résilience sont soumis à une surveillance assez stricte avec des paiements des fonds qui sont périodiques et sur la base de la réalisation de certains objectifs et réformes. C'est déjà un bon mécanisme et il faut sûrement les pérenniser. Et selon le mouvement syndical européen et la CFDT, il faut aussi prévoir attribuer davantage de ressources propres à l'Union européenne à hauteur de 2% du revenu national brut de l'Union pour ce type de politique et surtout pour accompagner la transition juste. Peut-être un dernier mot juste sur les contrôles démocratiques. On est tout à fait d'accord. Avec la CES, la CFDT revendique une association, une implication majeure et surtout plus substantielle des partis sociaux et aussi de la société civile dans la définition, l'implémentation et l'évaluation, les suivis des politiques qui découlent de la gouvernance économique. Et selon nous, c'est le cas aussi de prévoir un majeur rôle du Parlement européen, des contrôles, mais aussi des définitions des lignes directrices des politiques communes européennes. Merci. Bien, je vais vous remercier tous les trois d'abord pour ces interventions. Je crois ce qui a été montré, c'est que l'ensemble des citoyens doivent s'emparer de la question. Ce n'est pas anodin que selon la façon dont les réformes de la gouvernance économique vont se faire, la politique budgétaire pourra devenir des politiques proactives de l'emploi et d'amélioration des conditions sociales, pourra contribuer à la transformation écologique nécessaire ou pas. Et je pense vraiment, nous sommes à un moment crucial. Alors personnellement, je penche plutôt pour avoir une révision législative du pacte, mais en tout état de cause, nous devons travailler à ce que nous ayons des amendements substantiels à la façon dont les politiques budgétaires ont été orientées jusqu'à maintenant et risquent d'être réorientées si on en reste au point des règles actuelles. Donc, peut-être nous aurons l'occasion de redébattre de certains points plus ponctuels. Il y a plein de choses à discuter. Qu'est-ce que c'est qu'une dépense verte? Comment peut-on véritablement utiliser les politiques budgétaires pour créer de l'emploi? Comment stabiliser mieux l'économie? Comment renforcer les stabilisateurs automatiques au niveau central ou pas? Il y a plein de sujets techniques qui doivent être débattus. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait un tour d'horizon qui nous permet de dire que véritablement, nous devons agir collectivement pour pousser dans la bonne direction, y compris la présidence française qui, comme Pervenche l'a rappelé tout à l'heure, ne paraît pas tout à fait enthousiaste pour se lancer dans une bataille qui pourtant doit être nécessaire. En tous les cas, nous devons soutenir ceux à l'intérieur du gouvernement français qui souhaitent mener cette bataille. Nous devons les soutenir contre ce que j'appellerais la corporation des ministères des Finances et des trésors européens, donc Mascret aussi connaît assez bien, je pense. Voilà, merci à tous et peut-être à une prochaine fois, j'espère en tous les cas. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.